Vous êtes bien, vous êtes très bien, vous êtes sans doute très bien sur TV Liberté, vous êtes si bien d'ailleurs que vous pensez que c'est les vacances et que les vacances continuent. Malheureusement, c'est la rentrée, les menaces de guerre se précisent, l'immigration de masse s'accentue, même dans vos campagnes, mais la revue Éléments est là peut-être pour vous ragaillardir, comme disaient certains. J'ai le plaisir de présenter le nouveau numéro d'Éléments, que je vous montre ici, et j'ai le plaisir d'avoir autour de moi de merveilleuses personnes, dont certains sont connus de vous. Je pense à François Bousquet, je me tourne vers lui. Bonjour François Olivier. Bousquet, directeur de Nouvelle Librairie, rédacteur en chef d'Éléments, auteur, rédacteur, conseiller politique, enfin, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Daoud Bouguezala, est-ce que je prononce bien votre nom ? Très bien. Bouguezala, maintenant collaborateur d'Éléments, ancien collaborateur, certes, vous connaissez dans Causeur notamment. J'ai le plaisir de recevoir aussi Patrick Luzinski, le directeur Olivier. artistique d'Éléments, et notre merveilleux Christophe André Maxime, toujours de plus en plus beau, faut-il le dire, revenant de sa Normandie natale. Ce matin, Et c'est absolument. très émouvant, et c'est vraiment très émouvant. Nous allons parler d'abord d'un titre qui me paraît étonnant, vers de nouvelles insurrections. Nous sommes assez désespérés, pour beaucoup d'entre nous, surtout pour moi, vers de nouvelles insurrections. Pourquoi ? Pourquoi ce titre ? Il y a un entretien avec deux personnalités du populisme, François Ruffin et Marine Le Pen. Alors d'abord Marine Le Pen. Parlons des gens qui parlent d'abord au peuple avant de parler des bourgeois. Alors, un mot sur ce dossier. Pourquoi ? C'est un dossier sur les désobéissants. C'est une première pour nous, pas la désobéissance. On la traite depuis 50 ans, bientôt. Mais on a commandé un sondage exclusif. Alors là, pour le coup, c'est une première, comme font les news, magazines, les hebdos, les grands hebdos. On a commandé un sondage sur la question de la désobéissance à l'Institut dirigé par Jérôme Sainte-Marie, Polling Vox. Sainte-Marie, les gens le connaissent parce qu'on le voit, on le voyait sur LCI, mais il en a été chassé pour une proximité avec le Rassemblement national. Mais de fait, cette proximité existe puisqu'il va désormais diriger, elle s'est accentuée, il va désormais diriger l'école des cadres avec Jordan Bardella au sein du Rassemblement national. Pour autant, c'est un grand politiste ou un grand politologue, pour moi un des meilleurs, avec Fourquet. Pour moi, il y en a deux, c'est lui et Fourquet. Fourquet, rappelez-vous, c'est la thèse d'une France qui archipélise, et en revanche, mais la thèse est très intéressante, mais elle s'applique assez peu à la présidentielle. La vraie grille qui s'applique à la présidentielle, c'est celle de Sainte-Marie. Donc on a commandé à Sainte-Marie un sondage sur la désobéissance, et également un papier, avec un entretien de Marine Le Pen. Il n'y a pas d'entretien avec François Ruffin, parce que c'est tout le problème de François Ruffin. Je vais peut-être commencer par lui. C'est un demi-entretien que nous avons. Non, parce que c'est Ruffin a conscience qu'il y a une fracture électorale, il y a deux blocs qui s'affrontent. Il y a un bloc central auquel LFI appartient. De fait, c'est les bobos, les métropolitains, les citadins, plus les banlieues de l'immigration et les banlieues de l'islam. Or, dans la Somme, où il est élu déjà, où c'est son second mandat de député, manifestement, le discours de Jean-Luc Mélenchon n'opère absolument pas, ne parle pas du tout. Lorsqu'il est à Amiens, dans la banlieue nord d'Amiens, la banlieue musulmane, là, ça parle. Le discours, il y a une réception de la part de l'électorat, et il y a un survote musulman vis-à-vis de LFI. En revanche, dès qu'il est dans la France périphérique, qui est la France qui est la sienne, c'est la personne fétiche, la Vierge Marie, c'est Marine Le Pen. Il a des passages dans son livre, la lettre du front de la Somme, donc sur cette France périphérique, qui est très loin des embusqués de la France centrale, de la France métropolitaine, de Paris. Il a des mots surprenants sur Marine, où il dit que c'est la Vierge Marine, que quand il fait des tournées électorales pour tracter, eh bien les gens, les ouvriers, lui disent non, nous allons voter pour Marine, pour la Vierge Marine. Moi, je crois qu'il y a un phénomène Marine. Les ouvriers disent la Vierge Marine. La Vierge Marine, on ne mesure pas à quel point. Moi, je pense que la comparaison de Marc Bloch sur les rois thaumaturges s'applique à Marine. Je veux dire, dès qu'un homme politique ou une notoriété arrive sur un marché, c'est une pluie de selfies. Mais chez Marine, c'est puissance 10, c'est puissance 100. Rappelez-vous, les rois thaumaturges, il y avait touché les écrouelles, on touchait les goitreux, on touchait les coups au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, à chaque sacre d'un roi de France, et le toucher royal, l'onction royale était censée guérir les goitreux, donc les écrouelles. Marine, c'est un peu ça, donc Ruffin le concède. On le drague depuis plusieurs années, on le lit depuis très longtemps, parce que c'est le journal Fakir qui est très bon, c'est la bande du monde diplomatique, il est très très bon, Ruffin. Le patron de la rédaction, Pascal Esseri, qui est en relation avec lui depuis très longtemps. On essaye d'avoir un entretien avec lui dans Éléments, on ne l'a pas, je pense qu'on ne l'aura pas, parce qu'il n'est pas prêt à franchir le Rubicon, il est prisonnier. Il ne faut pas crier victoire, comme dit Kevin. Voilà. Mais cela étant dit, nous avons été pour la première fois conviés à la fête de l'UMA, et Pascal Esseri, donc le patron de la rédaction, a été à la fête de l'UMA, assisté à un débat de François Ruffin. Invité, il faut le rappeler.
invité, précisément sur les enjeux de la périphérie, les enjeux électoraux de la périphérie. Donc il y a un long reportage sur Ruffin. Surtout, il y a un entretien exclusif de Marine Le Pen à ceux qui disent, et moi j'en fais partie, qu'elle n'avait pas les épaules, qu'elle n'avait pas l'épaisseur, qu'elle n'avait pas la profondeur. Manifestement, au bout de 3 campagnes électorales, avec une dernière à 13 millions de voix, l'entretien est vraiment surprenant. C'est un entretien coup de poing à vérité. Évidemment, j'ai l'idée de quelqu'un qui collabore élément et qui pense le combat métapolitique. Est-ce que vous pensez que notre mouvance, notre revue, a pu influencer Marine Le Pen ? Moi, je pense que la revue Éléments a accompagné beaucoup de gens qui sont passés de la gauche vers la droite, si tant est que le clivage soit encore opérant, alors qu'il ne l'est plus vraiment, puisqu'elle ne se reconnaît pas du tout, elle, dans ce clivage. On a beaucoup de lecteurs qui ont rejoint le RN, mais qui viennent, c'est surprenant, qui viennent du NPA. C'est vraiment dégoûté peut-être par le NPR. Ouais, donc ils sont très attachés, comme Marine Le Pen. On voit la différence entre sur le sondage de la désobéissance, c'est fascinant. Les gens qui se revendiquent de la désobéissance dans le sondage, c'est plutôt des insoumis et des émoriens. L'électorat de Marine Le Pen ne se réclame assez peu de la désobéissance. En fait, il a intériorisé cette désobéissance. Il désobéit déjà depuis 10 ans, depuis 20 ans. Donc il est beaucoup moins sensible à cette thématique de la désobéissance, qui est une thématique peut-être un peu 68arde. Tandis que là, on est au cœur d'une thématique insurrectionnelle, et ces gens-là sont très sensibles au discours social de Marine Le Pen, comme ils sont très sensibles au discours social d'Éléments. La vocation d'Éléments n'est pas de prendre parti pour tel ou tel candidat, mais de s'intéresser aux lignes de fracture, ce que fait Alain de Benoît, aux lignes de fracture qui traversent le paysage politique français. Il y a une singularité française. La France est entourée d'une vague conservatrice, peut-être en Italie, en Suède en tout cas, en Pologne, en Hongrie, en Angleterre. Avec toutes les ambiguïtés que ça a aussi. Voilà, mais en France, c'est autre chose. En France, pour le coup, il y a vraiment un électorat populiste qui s'est enraciné avec 13 millions de voix. Alors, elle est très loin, à 13 millions des 19 millions, certes. Il faut les diviser par 2, donc il y a 3 millions d'écart. Il faudra les gagner, les grignoter en 5 ans. Donc on a voulu rentrer dans ce sujet-là. Et un dernier mot avant de passer la parole à mes camarades. Sainte-Marie a fait un papier, moi je trouve royal. Donc je rappelle, Sainte-Marie, c'est la personne qui a théorisé les 2 blocs, une France de 2 blocs, élitaires, populaires, qui s'affrontent sans négociation possible. C'est-à-dire que ce sont 2 blocs qui s'éloignent de plus en plus, 2 planètes qui s'éloignent de plus en plus. Et il a fait un papier, moi je trouve superbe, sur l'esprit de désobéissance, en s'appuyant sur un classique de la sociologie et de l'économie de Albert Hirschham, où Hirschham dit que le répertoire de contestation est assez large, certes, mais les attitudes politiques contestataires sont très limitées. Il y en a 3, ou non contestataires du reste. Il y a ce qu'il appelle loyalty, donc la loyauté, c'est-à-dire le consentement, l'acquiescement, c'est l'électorat macronien. Il y a ensuite ce qu'il appelle voice, c'est-à-dire la contestation sociale, l'opposition. Et il y a ensuite un phénomène qui est et sur lequel on s'attarde, l'exit, donc la démission, la sortie du système. Et on a un très long papier. D'ailleurs, on y reviendra. Moi, j'aimerais vous entendre, et j'aimerais notamment entendre Patrick Luzinski. Sur le sondage qui a été fait, ce qui est très intéressant dans ce sondage, c'est qu'on s'aperçoit, on le savait plus ou moins, mais que l'insurrection, elle est bien vue par les 2 camps du milieu populaire, qui sont la France insoumise d'un côté et le Rassemblement national. Vous pensez, sincèrement, je vous arrête, qu'il y a encore un électorat populaire de la France insoumise ? Il y en a encore un peu. Et c'est ce qu'essaye Ruffin de garder. Il sait qu'il en a. Il le sait, par exemple, dans sa région, il passe comme député. Et il se fera réélire à chaque fois. Et il est élu par la France populaire. Il est réélu par la France populaire, mais il est entouré de députés du Front National, enfin du Rassemblement National autour. Et il sait une chose, c'est que Mélenchon ne fera pas une prochaine élection, je ne pense pas, ou alors il risque, ça risque d'être difficile pour lui, et que juste derrière, la France insoumise va tomber dans l'indigénisme. Il le sait, et donc il est le dernier des Mohicans, il est le dernier dans son parti à être capable de dire c'est aujourd'hui dans cette voie-là. Parce qu'il sait une chose, c'est que si la France insoumise tombe du côté même pas des indigènes, des indigénistes, des postes, il y a une partie de l'électorat populaire de la France insoumise qui ira chez Le Pen, et là, elle gagne l'élection. C'est-à-dire qu'il y a, et on l'a bien vu entre les 2 tours, des gens de la France insoumise ont voté France insoumise au premier tour et Marine Le Pen au deuxième, et ça augmente. Et c'est ça qu'il a peur, lui. Comment expliquer, là je me tourne vers Daoud, l'obstination d'un certain nombre de cadres de la France insoumise d'être dans le délire wokiste le plus ahurissant, de poursuivre en fait ce grand chemin vers la postmodernité la plus délirante. Quand on voit qu'aujourd'hui qui représente la France insoumise, que ce soit cette pauvre Sandrine Rousseau ou cette gentille, je ne me rappelle même plus les noms d'ailleurs. Chez les Verts. Chez les Verts, oui. Mais Caron, c'est la NUPES, peu importe. C'est la NUPES, la NUPES alterne, additionne un certain nombre de bourgeois gauchistes. Tout simplement, la NUPES, au premier rang desquels la France insoumise, applique
la théorie de Terra Nova qui a été théorisée en 2012, et la coalition des minorités, grosso modo bobo, wokistes, minorités ethniques, féministes, la coalition progressiste qui acte en fait la sécession des classes populaires qui ont dit adieu à la gauche, si ce n'est à moins que ce soit l'inverse. Donc les sociodémocrates, voire les sociotraites du PS en 2012 ont théorisé. Et l'ironie, c'est que Mélenchon et ses sbires l'ont fait, l'appliquent. Et d'ailleurs, sans être complotiste, on peut se poser des questions sur la cabale anti-Quatennens. Ça commence mal, hein, sans être complotiste. Oui, ça commence mal. Mais je me demande si la cabale contre ce pauvre garçon, Adrien Quatennens, pour l'histoire de la gifle, qui était un des derniers remparts, ce que dit Kuzmanovic, au courant wokiste, indigéniste au sein des hautes instances de la France insoumise, s'il n'y a pas aussi une forme de règlement de compte de toute la frange gaucho, fémino, indigéniste contre... Je m'interromps parce que vous avez l'air de connaître bien les arcanes de la France insoumise. Pas du tout. Pourquoi Adrien Quatennens était une sorte de barrage à cette orientation? Après tout, quand on voit, c'est un pauvre roux qui joue de la batterie dans le groupe de rock de la France insoumise. Il n'est pas très sympathique, il est assez terne, il répète ce que lui a dit Mélenchon. Il est assez nul, Adrien Quatennens. Oui, disons que c'était un troisième terme entre Kuzmanovic, pour prendre quelqu'un qui est parti de la France insoumise, et quelqu'un comme Daniel Obono. Donc il essayait de maintenir les équilibres, un petit peu comme Mélenchon il y a 5 ans. D'accord. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'espace politique. Ils sont condamnés soit au départ, comme Kuzmanovic, pour créer un parti, une structure souverainiste qui sera confidentielle, par nature, elle sera confidentielle. Ou alors les courageux, mais ils sont quand même assez peu nombreux au sein des Insoumis, comme l'ami Andrea Cotarac, qui était conseiller régional LFI et qui est basculé au Rassemblement national et qui aujourd'hui est l'assistant, et puis le très proche d'Hervé Juvin, avec qui on fait un entretien du reste sur la question du localisme et du patriotisme économique. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'espace politique pour eux. C'est le dilemme majeur de la gauche, c'est qu'elle est condamnée à l'indigénisme, elle est condamnée à la racisation, elle est condamnée au wokisme. Macron les a siphonnés. Il a tué le PS, donc ils ne peuvent que rallier la frange de gauche du macronisme, ou alors... pour les gens comme Ruffin, mais il ne le fera pas, je le crains. C'est basculer comme l'a fait Cotarac. Et à mon avis, on peut penser que Sandrine Rousseau, la brave Sandrine Rousseau que j'aime de plus en plus, il faudrait l'aimer. Et d'ailleurs, je pense que sa survie médiatique, c'est 5 ans. Parce que dans 5 ans, personne n'entendra parler de Sandrine Rousseau. Voilà. Mais il ne faut pas parler que de vers les nouvelles insurrections. Les nouvelles insurrections, c'est aussi la tentative de désertion. On a vu beaucoup, de manière très narcissique d'ailleurs, dans certaines grandes écoles, des gens disaient « nous ne travaillerons jamais », alors que les mecs, même depuis l'âge de 17 ans, avaient fait tout ce qu'il fallait pour avoir ces diplômes-là, pour devenir donc ingénieur du nucléaire ou ingénieur ou travailler dans l'agriculture. Maintenant, la mode est à la désertion. Ouais. C'est assez spécial. Il y a une épidémie. À HEC, on voit. Mais pas seulement à HEC. D'abord, une pauvre gourde d'HEC qui dit « je crois à l'écologie » alors qu'elle a eu son diplôme. Elle aurait pu quand même partir sur les routes. Sur les écoles, je suis pas ingénieur ni scientifique, mais les copains qui sont ingénieurs et scientifiques me disent non, moi je suis pas Sandrine Rousseau, ni Olivier François, ni Olivier Molin. Sandrine Rousseau sur la question où elle préfère les sorcières. Je suis un peu que Mercourt, elle préfère les sorcières, dit-elle, aux ingénieurs. Bon, c'est pas mon cas. J'aime bien les ingénieurs beaucoup. Ah bon? Vous en connaissez d'ailleurs? Oui. Simplement, les gens vous disent que en particulier, donc c'était soit Centrale, soit aux Mines, je sais pas, où il y a eu plusieurs élèves qui, pour la remise des prix, ont pris leur distance vis-à-vis, mais c'était les mauvais élèves, c'était les plus nuls en maths, les plus nuls, etc. Les meilleurs continuent quand même à défendre néanmoins cette ligne de l'ingénieur, pour laquelle j'ai pas d'hostilité. Sur la question de la grande démission, oui, déjà anté-Covid, Covid et en post-Covid, il y a ce qu'on appelle aux États-Unis un phénomène que les Américains appellent le Great Demission, donc où il y a un phénomène d'exiteurs, donc des gens qui sortent du système, qui sont démissionnaires. Il y a énormément de gens qui quittent leur emploi, ou sans le quitter, qui demandent à ce qu'il soit aménagé, avec du temps partiel, et non pas des horaires des semaines à 50 ou 60 heures. Beaucoup de gens qui quittent leur travail sur un marché de l'emploi qui est assez volatile, c'était avant la crise, là pour le coup, qui est assez volatile aux États-Unis, qui permettait, quand vous démissionnez, d'être rembauché dans la foulée. Il y a le livre dont on a beaucoup parlé à Éléments de Graeber, qui est mort,
lui, après le Covid, justement, sur les bullshit jobs, donc les jobs de merde, les jobs à la con, pardon, parce que les jobs de merde, au contraire, le job à la con, c'est un job qui est bien payé, qui ne sert à rien, et le job de merde est un métier qui sert à quelque chose, mais qui est mal payé. Mais dans les jobs à la con, disait-il, il y a à peu près 40%, c'est colossal, 40% en Angleterre, en Grande-Bretagne, en Irlande, hein, aux États-Unis, de cadres sup, hein, qui pensent que leur boulot est un job à la con. Donc ils ont raison. Et donc ces gens-là, évidemment, sont plutôt en ce moment sur le départ. Mais simplement, il faut quand même, c'est ce que fait Guillaume Travers dans le papier, il faut s'interroger sur ce syndrome de la fuite, hein, qui est un symptôme d'une société qui vieillit, qui peut-être qui bascule dans des formes de décadence, hein, en tout cas de lassitude, hein, d'énergie qui s'écroule. Hein. Donc le sentiment qu'on a au sortir du papier de Guillaume Travers, donc notre économiste en chef, notre économiste organique, hein, il est très contrasté, très mitigé. C'est peut-être y a-t-il aussi une très grande fatigue de l'Occident, parce qu'on travaille de plus en plus en Chine, en Inde, au Brésil, hein, dans tous les pays du monde, sauf chez nous. Donc, mais à la manière occidentale. À la manière occidentale. Écoutez, moi je pense que... On peut être dégoûté par le fait d'être... Oui, mais tous les peuples sont établis. Olivier, ça rejoint exactement ce qu'on parlait tout à l'heure des ingénieurs français. Les ingénieurs français, en fait, ils sont... tout le monde s'en fout des ingénieurs français, on n'a plus d'industrie. Les Indiens, les Chinois font chaque année des milliers d'ingénieurs sortent de leurs écoles pour faire les nouvelles technologies de demain. C'est eux qui sont en train de faire le monde de demain. Parce qu'ils ont été occidentalisés. Et aujourd'hui, on rejoint effectivement ce doute qu'on avait trouvé aussi, qu'on retrouve dans le livre de Matthew Crawford, hein, sur le sens du travail, etc. C'est-à-dire qu'on est une société, effectivement, on vieillit, on ne représente plus et on l'a bien vu là sur l'histoire de la guerre avec l'Ukraine, quand on dit regardez, tout le monde est contre les Russes. Non, c'est le vieil Occident. Ça, c'est vrai. Ouais. C'est le vieil Occident qui aujourd'hui est malade. Ouais. Il y a une crise de la valeur travail. Hein. Patrick a raison d'insister sur Matthew Crawford, qui est un magnifique essayiste, encore un type, hein, je crois, pour lequel, même si c'était américain, nord-américain, états-unien, Élément a joué un rôle. Hein. On a fait une couve consacrée avec Crawford. D'ailleurs, c'est un auteur Je précise quand même une chose, cher François, c'est que l'éditeur de Matthew Crawford avait refusé qu'il donne un entretien dans Élément. Il a fait, et justement, je pense qu'on a joué. Élément a joué un rôle pour désinhiber Crawford. On a beaucoup d'amis aux États-Unis qui le connaissent bien, en particulier notre correspondant là-bas, Ifan Rundle, hein, et qui, moi, Rundle me disait non, Crawford a basculé, c'est fait, il est avec nous désormais. Donc nous, on l'a accompagné, cette personne-là, à franchir le Rubicon, parce que c'est toujours difficile, hein, d'une position plutôt côté démocrate, plutôt à gauche, de basculer dans le conservateur. Donc ça a été un rôle central d'Élément dans le basculement de Crawford. Et Crawford a fait un livre génial, il s'appelle Éloge de carburateur, il en a fait 3 traduits en français, et ce sont des livres sur la valeur travail. Hein. C'est beaucoup Ruffin. Hein. Ouais. Effectivement, donc que notre espère achète vraiment Élément, puisque il y a l'entretien avec Marine, avec Nicolas Gauthier et Pascal Esséric, mais il y a aussi donc Pascal Esséric, notre rédacteur en chef, qui a été à la fête de l'UMA, qui est pas un papier, il serait pas content, le pauvre Pascal, on lui lit papier, l'article de Pascal, qui est très coloré, très drôle, avec beaucoup de profondeur, et Ruffin, effectivement, il est dans la France du travail, et notamment Roussel aussi, le dirigeant du Parti communiste, ce que ne supportent pas les gauchistes culturels, en fait, qui veulent parler de toute autre chose que la valeur travail. Le truc curieux dans Ruffin... Tu m'arrêtes, la valeur travail, c'est très bien, la production, c'est sans doute très bien. Le socialisme des producteurs, comme disait Georges Sorel, comment s'appelle-t-il, tous les syndicalistes révolutionnaires, sauf que la production pour eux est encore une production dont on pouvait se réapproprier de manière artisanale pour l'humaniser. La Chine aujourd'hui, certains amis nationaux révolutionnaires fantasment sur la Chine. La Chine, c'est la télésurveillance, le nucléaire et le numérique. En tant qu'Européen, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de formidable. Mais également l'écologie. Mais c'est pas ce que dit Crawford. L'écologie d'ailleurs, qui est une manière pour la société industrielle, on le voit avec les. C'est pas ce que dit Crawford et c'est pas ce que nous disons à Élément. Moi, j'ai toujours en tête le mot de Jean-Claude Alberveille, génial, parce que lui, il avait un modèle anti-productiviste. Hein. Et il disait moins d'usines, plus ateliers, très proudhonien. Vous remarquerez qu'Hervé Juvin, dans son livre sur le localisme, qui s'appelle Chez nous, qui est un eurodéputé RN, et on a fait un débat avec Juvin et Carayon. Carayon, qui est un ex-député LR, qui a fait 2 ou 3 mandats de député,
conseiller, aujourd'hui il n'est plus que maire et conseiller régional, un livre sur le patriotisme économique, où justement, avec Carayon et Juvin, on essaye de repenser la valeur travail en lui conférant un sens. C'est ce que fait Guillaume Travers. Et puis Guillaume Travers, le merveilleux, Guillaume Travers fait plusieurs livres sur l'économie médiévale, pour essayer, pas pour recréer une société amiche, comme dirait la beauté de Macron, loin de là, mais pour essayer de réfléchir à une troisième voie pour le XXIe siècle. Et comment qui ne ressemble la puissance et au fond une société et le sens. Le sens. Donc, cher ami, il est 5 minutes, enfin, on est à 5 minutes 29, 28, 27 même de la fin de cette émission. Il faut passer au coup de cœur. Moi, je suis très heureux d'ailleurs de réhabiliter les coups de cœur et les coups de gueule. Et vous allez nous parler. Je pense qu'il y a un coup de cœur comme en priorité. Il y a un coup de cœur d'abord. Il y a un notre coup de cœur. Ami, le merveilleux, le si poétique, le si beau, le si émouvant. Foin d'ironie. Franquin. Non, Franquin, c'est pas Franquin. Franquin qui est fin. Je ne me rappelle jamais du nom. Foin d'ironie. On a voulu faire un petit hommage, il vient de mourir, à Jean-Jacques Sampé, que Olivier n'aime pas beaucoup parce que vous pensez que c'est une espèce de mauvaise ironie et de douceur. Qu'est-ce que c'est émouvant? Ben non, c'était un très grand dessinateur, très célèbre. GB était tellement mieux. Et c'est très différent. Évidemment que Sampé a un aspect beaucoup plus consensuel, lié à l'enfance et des choses comme ça. Non, c'est le New Yorker. Il a fait énormément de. Donc c'est un dessinateur humoristique. Humoristique, j'aime pas, on n'aime pas beaucoup ce mot-là. Voilà, absolument. Il faut vérifier ses sources, cher ami. Il a plutôt fait des couvertures du New Yorker, ce qui n'est pas la même chose. Il a beaucoup travaillé pour Paris Match, Express et ça. Arrête, ceci, comment? Très beau. Pour arrête, ceci. Mais pas du tout. Alors, ça vous obsède aujourd'hui? Pas du tout. D'ailleurs, Jean-Jacques qui n'a rien à voir avec Arrête, qui est originaire de la ville de Pessac, comme Jean Eustache. Ça me réconcilie près de Bordeaux. Mais il a une enfance, c'était pas l'enfance du petit Nicolas qu'il a illustré avec Goscinny. Il a une enfance assez misérable et triste, dont il ne parle pas. Et c'est quelqu'un qui a tracé une œuvre depuis 60 ans, plein de pudeur, de délicatesse, et avec un mélange d'inquiétude aussi, et de modestie. Donc c'est excessivement poétique et drôle. Bon, je trouve que vous avez une espèce de cynisme qui vous va mal, Olivier. Voilà. Donc redécouvrir Sampé, un petit hommage, etc. Relire ces petits livres de vieux dessins comme par exemple Rien n'est simple ou Tout se complique, qui sont des petits bijoux à la fois d'humour noir, de l'homme soit trop bavard, soit trop agité, face à une espèce d'immensité. Et c'est très beau, c'est très joli. Les enfants adorent ça. Et les adultes, mille fois d'accord avec toi. Voilà, donc... relire Saint-Tropez. Il y a des dessins magnifiques. Société bourgeoise des années 60, extraordinaire. C'est un dessin poétique. Il y a une vraie modestie. De Josso et de l'assiette au beurre. Et une authentique bienveillance, ce qui vous est parfaitement étranger sans doute. Oui, moi je n'ai pas de bienveillance, surtout pour ces gens qui... je ne dirais pas de mal de... Tu te trompes de cible. De Sampé. Mais non, mais en plus j'aime bien Sampé, mais ça fait partie du jeu. C'est un petit hommage, il vient de mourir. Mais ça me fait penser à Prévert quand même. D'ailleurs, Prévert n'est pas si mal que ça. C'est un hommage comme votre hommage de Godard. Olivier, rappelle-toi, Prévert est un con. De Michel. Moi, je suis assez d'accord avec Michel Houellebecq. Prévert est un con. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Un coup de cœur, un coup de gueule? Ah oui, non, un coup de gueule. Moi, Cher connard, je n'ai pas un connard, François. Sur Cher connard de Virginie Despentes, ou j'en sais plus trop comment l'appeler. Je l'aime bien, Despentes, parce que Verdun Subutex, en tout cas, l'opus numéro 1 était... il y a du métier, un savoir-faire, elle s'est plantée un décor, des personnages, une intrigue. L'artisanat. Oui, disons que quand on écrit depuis 30 ans, on apprend à écrire par définition. Mais Cher connard est une foutaise absolue, c'est rien, c'est un roman dit épistolaire, donc c'est une correspondance entre deux personnes, un romancier un peu miteux, un polardeux un peu miteux qui a du succès, et une nana qui ressemble à une comédienne un peu trash, qui a la cinquantaine. C'est un concours de pipi le plus loin, c'est un peu désespérant entre une fille et un garçon. Pourquoi c'est désespérant? Parce que moi j'aime bien, je le redis, j'aime bien Despentes, j'aime bien les vaches, c'est une vache, il faut la voir physiquement, on va la montrer à l'antenne, il y aura une incrustation, j'aime bien surtout les vaches réformées, et c'est une vache réformée. À 40 ans, elle ressemblait à Marguerite Duras à 80 ans. C'est une misandre, elle veut assassiner les hommes, en tout cas les émasculer, ce qu'elle fait dans son roman. C'est une camionneuse, donc elle a des débardeurs, des t-shirts Marcel et des tatouages sur le popotin. Enfin bref, c'est un torchon. Je pense qu'on peut rien en faire, pas même le recycler. Donc c'est dans la benne ordure, dans la déchetterie. Dans la déchetterie, comme Jean Ederne. Comme faisait Jean Ederne, parce que là on cite les grands anciens, comme faisait Jean Ederne, à la déchetterie, Virginie, quoi. Et qu'on ne revoit plus. Voilà. Et moi je fais ça. Présenter ce merveilleux livre qui s'appelle Terre lucide, entretien sur les météores et les signes des temps. Pardon, Philippe Barthollet me dit que c'est un dialogue sur le pluie et les beaux temps. Il n'a pas tort, et je ferai ça. Alors je le fais mal, mais c'est le début faut le voir comme une grande pièce de théâtre où c'est un dialogue merveilleux entre un des
deux plus grands esprits de ce siècle, qui sont un peu la suite de Joseph de Maistre, où il nous parle de tout, de rien et de l'essentiel, à la suite de Joseph de Maistre. Et j'en parle très vite parce qu'il reste 13 secondes, mais il faut lire ce livre. Et j'en parlerai dans Éléments, dans le prochain livre. Voilà. Dans le prochain élément. Dans le prochain élément. Pardon, excusez-moi. Merci à vous et à bientôt, au fond.